Culture, nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, j'ai donné rendez-vous à Étienne Dutoit, qui est le cofondateur et le PDG de Vitalmeat, qui est une start-up qui invente l'alimentation de demain et notamment les nouvelles sources de protéines grâce à la viande cellulaire, qu'Étienne va nous détailler juste après. Bonjour Étienne. Bonjour Grégory. Je suis ravi de te recevoir dans Culture Nutrition, le podcast des femmes et des hommes qui entreprennent dans la nutrition. Pour commencer, Étienne, est-ce que tu peux te présenter ? Étienne Dutoit, moi j'ai 40 ans, j'ai fait une école de commerce, Neoma, etc. Puis après j'ai travaillé dans la finance chez EY à Paris. Donc j'accompagnais des boîtes en forte croissance, des startups, des petites boîtes familiales dans leur développement, notamment avec l'axe financier. Donc déjà en contact avec des entrepreneurs peut-être. Voilà, et ce qui m'a plu dans ce métier, c'était effectivement le contact avec les entrepreneurs, les voir, cette capacité à avoir une vision, et puis après à agir et à prendre les décisions pour que cette vision se réalise. Donc au bout de 6-7 ans, j'étais de plus en plus frustré par ce rôle de consultant, de yaka faucon, comme on me le reprochait parfois. Et j'ai pris un virage à 180 degrés et j'ai rejoint un entrepreneur qui était un fils d'agriculteur qui avait développé toute une gamme de produits naturels. Et Fred, c'est ça ? Non, alors là, il y a une étape. Ah non, il y a une étape intermédiaire. Il y a une étape intermédiaire. Moi, j'ai rejoint un entrepreneur vendéen qui avait créé une gamme de produits naturels pour les exploitations agricoles pour être, on va dire, une alternative à une conduite agrochimique traditionnelle. D'accord. Donc des produits à la fois pour la santé de la plante, la santé du sol, la santé de l'animal et également pour les effluents pour qu'ils aient une meilleure valeur agronomique avec cette idée de rendre l'exploitation agricole le plus autonome possible par rapport à l'agrochimie pour dégager de la valeur ajoutée et basculer dans des systèmes de production beaucoup plus durables. Donc cette fibre, on va dire, et cette préoccupation par rapport à la durabilité de notre système agroalimentaire, on va dire, je l'ai depuis longtemps. Et j'en suis arrivé à la viande de culture, et effectivement, comme tu l'as dit, par une rencontre avec Frédéric Grimaud, qui est le président du groupe Grimaud. D'accord. Groupe Grimaud qui fait... Alors, voilà, c'est tout ce qui fait un petit peu le sel et l'originalité d'une boîte comme Vitalmeat, où on fait, je pense que tu l'as compris, de la viande de culture. C'est que le groupe Grimaud, lui, est vraiment un groupe qui tire ses origines et sa principale activité du monde agricole et des filières d'élevage conventionnelles. Donc le métier historique du groupe Grimaud depuis les années 60, c'est la sélection génétique animale, d'abord avec le canard, puis une diversification dans de nombreuses espèces, du porc à la poule pondeuse, à la crevette et même aux nouvelles sources de protéines comme les insectes. Le groupe Grimaud est à l'origine de la création de la première société qui fait de la sélection génétique sur la Black Soldier Fly, qui est aujourd'hui un des principaux insectes qui est développé pour la consommation animale et humaine. Donc voilà, groupe Grimaud, acteur de ce marché des protéines animales conventionnelles. Et de l'autre côté, c'est un groupe qui, depuis une vingtaine d'années, s'était diversifié dans la biopharmacie, en vendant des produits animaux pour la pharma, tout simplement. Puis en rentrant dans le monde du vaccin, d'abord le vaccin animal avec une société qui s'appelle Philavie, et le vaccin humain avec une société qu'ils ont créée qui s'appelait Vivalis et qui maintenant s'appelle Valneva et qui produit et développe des nouveaux vaccins. Ah oui, donc pour un vaccin contre le Covid. Exactement, un vaccin contre le Covid qui est attendu prochainement en Europe. Ok. Et donc en fait, au cours de cette aventure biopharma, le groupe a développé une technologie qu'on appelle des lignées cellulaires, c'est-à-dire des cellules de poulet qui ont été prélevées sur un œuf embryonné et qu'on a adapté petit à petit à la vie dans des conditions de laboratoire, c'est-à-dire qu'on les a plongés dans une solution nutritive qui reproduit leur environnement naturel pour les nourrir, et ces cellules se sont adaptées et ont gardé cette capacité réplicative, j'ai envie de dire, à l'infini. D'accord. Et donc finalement, Vitalmeat, c'est un petit peu la connexion entre ces deux mondes, le monde des filières animales, où il y a des gros défis qui se posent, à la fois en termes d'impact environnemental, en termes de santé et de nutrition également, et en termes de bien-être animal. Et de l'autre côté, cette technologie où, biologiquement, c'est de la cellule de poulet qui se développe. Et on s'est dit un jour, est-ce qu'on ne peut pas faire un aliment carné
qui adresserait ces grands challenges des filières animales, que sont l'environnement, le bien-être animal et la santé. D'accord. Donc voilà, donc l'idée est partie comme ça. Ok, très bien. Alors quand on a eu cette idée avec Fred Grimaud, tout ne s'est pas fait en un jour. On a d'abord essayé de Vous êtes goûter rencontrés quand, du coup, avec Fred Grimaud? en début 2018. D'accord. Toi, tu t'es encore dans ton Moi, précédent poste sur les bioproduits? j'étais déjà en train de partir de cette précédente aventure. D'accord. Et on s'est rencontrés à cette occasion. Et voilà, donc c'est comme ça, de fil en aiguille, qu'est venue cette idée de Vitamine. D'accord, ok. Bon, on y reviendra un peu après, puis on creusera un peu cette histoire de viande cellulaire, d'alternatives aux protéines animales telles qu'on les connaît aujourd'hui, pour récolter un peu ta vision aussi de ce secteur-là et ta vision du secteur de l'alimentation durable au sens large, hein. Je pense que ce sera intéressant à creuser pour nos auditeurs. Mais en amont de cela, j'aurais aimé creuser un petit peu l'histoire et un peu le fil conducteur qui t'a poussé à entreprendre ou qui t'a stimulé dans cette association pour créer ou co-créer Vitalmeet. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton histoire, ta vie d'avant? Tu nous as parlé de ta formation commerciale et ton expérience financière, mais voilà, est-ce que plus tôt, dans ta jeunesse, dans ton enfance, tu avais eu des envies, des idées de créer une entreprise un jour? Est-ce que tu t'étais dit, à 30 ans, je monterai ma boîte, ou comment ça s'est passé? Alors, je vais te décevoir, mais alors pas du tout. D'accord, mais très bien. Donc, c'est qu'il y a eu C'est un pas, déclic à un autre moment donné. Voilà, Alors. c'est pas une culture familiale, D'accord. c'est pas dans mon ADN depuis que je suis petit où je montais des business dans la cour de récré, pas du tout. Ok. Non, je pense il y a une maturation progressive Mhm. qui vient avec l'âge aussi. Et l'idée fondamentale, c'est de se dire, voilà, j'ai un temps que je consacre au travail qui est important et envie d'avoir un impact. Donc avoir un impact positif, donc travailler sur des problèmes pour trouver des solutions à nos problèmes actuels, collectifs. D'accord. Et effectivement, d'être dans l'action et de pouvoir développer ma vision là-dedans. Donc l'entrepreneuriat finalement a été plutôt la conséquence d'une maturation C'est ça. qu'un ADN. Donc, le déclencheur, c'est cette recherche d'impact. Et ça, pour le Et coup, ça te vient d'où, cette envie d'avoir de l'impact, de faire quelque chose pour faire bouger les lignes, à la fois en matière d'alimentation, mais aussi peut-être de l'environnement, je sais pas. Non, mais je pense on se pose tous un petit peu Ouais. les mêmes questions, à la fois dans nos vies professionnelles et même plus globalement, de se dire donc, quel est le sens, il y a aussi une notion d'utilité, Mhm. comment je contribue. Alors, on va pas faire le colibri, parce que c'est pas du tout le sujet, mais il y a cette idée d'apporter sa pierre à l'édifice, D'accord. et aussi, évidemment, tout le champ de liberté qu'offre l'entrepreneuriat. D'accord. Donc, impact et liberté dans ta recherche entrepreneuriale comme motivation. Pourquoi pas, voilà. Ouais. Et tu y trouves ton compte aujourd'hui en matière de, justement, de liberté? Ah ben, en matière de liberté, là, avec tout ce qui est viande de culture, on est dans un champ des possibles Mhm. qui est extraordinaire, qui est avec un impact potentiel énorme, qui est très global. Mhm. Oui, donc on part quelque part d'une page blanche, donc il y a des choses formidables à écrire, et D'accord. effectivement, c'est un vrai espace de liberté. D'accord. Et si tu n'avais pas entrepris dans ce secteur de l'alimentation, tu aurais pu entreprendre dans d'autres secteurs? Qu'est-ce qui t'aurait intéressé? Alors vraiment, moi je suis très ouvert, je vous dis, c'est souvent les rencontres qui font les choses. Moi je sais que le driver principal, c'était, on va dire, des choses qui ont un impact sur la durabilité de nos sociétés Ok. et l'environnement. Donc ça c'est le driver fondamental, mais après il y a plein de déclinaisons de ça Mhm. possibles. D'accord. Et justement, par rapport à cette notion de durabilité, au-delà de ce qui se passe professionnellement, toi, tu es engagé personnellement sur ces thématiques-là. Je sais pas, est-ce que tu as mis en place des habitudes alimentaires différentes depuis que tu t'intéresses au sujet? Est-ce que tu as adapté un mode de vie par rapport à ton impact sur l'environnement? Oui, oui et non, mais Ouais, je trouve des gens qui sont beaucoup plus actifs aussi dans leur vie, dans leur vie personnelle. ouais, Voilà, je reviens sur le terme d'impact. Ce que j'ai identifié comme étant le plus impactant, moi, c'est d'y consacrer ma vie professionnelle. d'accord. Alors évidemment, j'évolue dans mes pratiques, et puis plus on s'intéresse à un sujet, plus on en comprend les enjeux. Mhm. Donc c'est sûr que la nutrition et l'alimentation sont des sujets sur lesquels je suis sensible, et je fais attention. D'accord, ok.
Et par rapport à ton association avec Fred, puis après on reparlera de Vitalmeet, du coup, qu'est-ce qui a matché entre vous, enfin, et comment aujourd'hui vous vous répartissez les rôles par rapport au pilotage de l'entreprise? Alors, donc la jeunesse de Vitamite, c'est effectivement le groupe Grimaud. On a bossé quelques mois, on va dire, incubé dans le groupe Grimaud. Mhm. Et à partir du moment où on a pris la décision de créer l'entreprise, c'est moi qui dirige l'entreprise au quotidien. Le groupe Grimaud, qui est représenté par Frédéric, est le président. Donc évidemment, on se parle beaucoup et on travaille énormément ensemble. Maintenant, voilà, Frédéric Grimaud s'occupe du groupe Grimaud. D'accord, ok. Je ne suis qu'une petite structure parmi une galaxie d'entreprises. Ok. Donc, on va dire le pilotage opérationnel et la direction de Vitalmeet, c'est Vitalmeet qui la porte, c'est-à-dire moi et moi et l'équipe, j'ai envie de dire. Parce que cette vision, elle est aussi co-construite avec nos scientifiques, évidemment. Ok, mais justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'équipe qui compose cette équipe, quel type de profil, comment sont passés les recrutements? Est-ce que vous recrutez actuellement aussi, peut-être? Alors, on recrute. Moi qui suis pas scientifique, c'est un vrai plaisir quotidien de travailler avec des gens qui sont des experts, qui m'apprennent quotidiennement des choses passionnantes, parce qu'on s'intéresse à la cellule, donc on s'intéresse à l'infiniment petit et à tout ce fonctionnement. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Les gens qui composent ont effectivement une expertise en biologie cellulaire, le fonctionnement du vivant, en bioprocédés également, pour être capable de faire ce qu'on fait à la paillasse, le faire évidemment à une échelle beaucoup plus importante, et voire à une échelle très très importante qui est l'échelle de l'alimentation. Donc c'est des profils, c'est quoi? C'est des ingénieurs, c'est des ingénieurs, c'est des docteurs, c'est des techniciens, voilà, qui ont tous à la fois cette passion pour la biologie et cette envie aussi de contribuer à un projet innovant de rupture comme celui de Vitalmeet. Ok. Et d'un point de vue pratique, vous êtes localisé où? Vous avez des laboratoires, des bureaux, enfin comment ça se passe? Alors nous, on est basé à Nantes et à Cholet. Donc on a deux structures. Le laboratoire est à Nantes et on a notre petit pilote industriel à Cholet. Ok, donc vous détenez votre laboratoire en propre. C'est pas des laboratoires de l'université ou Alors c'est pas des laboratoires de l'université, c'est pas nos laboratoires non plus. L'argent dont on dispose, on l'investit plutôt dans les hommes et dans le projet que dans les actifs matériels. Donc on est locataire, mais on ne dépend pas d'une université. Ok. Et là aujourd'hui, vous êtes combien dans l'équipe? On est 8. D'accord. Et évidemment, un des gros enjeux des prochains mois va être d'augmenter très fortement cette équipe, parce que voilà, on a passé la phase de preuve du concept avec un premier produit qui est bon à la fois d'un point de vue organoleptique, d'un point de vue nutritionnel. D'accord. Donc on l'a monté à l'échelle ce profil, et évidemment on a besoin de renforcer significativement notre équipe. Ok. Justement, est-ce que tu peux nous parler un peu plus du produit? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas encore vu de produits commercialisés. C'est des marchés qui sont complètement neufs, hein, en France et puis même un peu partout dans le monde. Donc tout le monde est un peu curieux de voir qu'est-ce qui va sortir de ces expérimentations. Donc je ne sais pas voilà, où ça en est, à quel horizon on peut espérer goûter ce type de produit au niveau du grand public. Alors, déjà peut-être 2-3 basiques pour resituer un petit peu les choses. Qu'on comprenne bien, la viande de culture, nous qu'on appelle aussi agriculture cellulaire, c'est quoi? C'est fondamentalement, c'est cultiver des cellules d'origine animale dans un environnement contrôlé, donc dans une cuve et dans lequel il y a une solution nutritive. D'accord. Au lieu d'élever des animaux pour produire des aliments carnés. D'accord. Donc ça, c'est le principe général. Donc c'est dans un milieu liquide, en fait, quand tu parles de cuve. Exactement, une solution nutritive dans laquelle on retrouve des acides aminés, des sels minéraux, des vitamines, du sucre, bref, tous les éléments nutritifs indispensables, mais à l'échelle du métabolisme de la cellule. Et quand on parle d'une cuve, c'est une petite casserole ou c'est une cuve industrielle de plusieurs centaines de litres? Alors on est un petit peu entre les deux aujourd'hui. Les premières cuves entre guillemets dans lesquelles on travaille, ça va être des Erlenmeyer, comme on a tous fait en 4e ou en 3e. Et puis après on va faire ça dans ce qu'on appelle des bioréacteurs.
Ça ressemble à un fermenteur. Voilà. Voilà, on est un petit peu plus complexe en termes de monitoring, de la température. Il y a un système d'agitation pour uniformiser. Il y a aussi un système d'aération avec différents gaz pour D'accord. gérer complètement cet environnement. C'est un peu le même Et type de fermenteur que ce qu'utilisent les fabricants de yaourt ou de levure, par exemple? Exactement. Ok. Je pense que si vous allez sur notre pilote industriel, vous pourriez vous croire dans une brasserie Ok. ou dans une fabrique de yaourt, D'accord. etc. On est sur le même équipement de base. Mhm. Après, voilà, dans un environnement quand même qui est très technologique Bien sûr. et extrêmement précis, Mhm. puisque voilà, la cellule animale est un matériel extrêmement sensible, donc il faut qu'on soit extrêmement précis dans ce qu'on fait. Cette partie industrielle, elle est à Nantes, pour le coup, ou à Cholet? Alors, ça commence à Nantes et D'accord. ça finit à Cholet en fonction de D'accord. l'échelle. Ok. Donc voilà, fondamentalement, la viande de culture ou agriculture cellulaire, c'est la même cellule. Nous, c'est du poulet, donc c'est une cellule qui a été prélevée sur un œuf de poulet Mhm. et qu'on cultive. Parce que on voit se développer des alternatives végétales à la viande, Oui. les substituts végétaux. Nous, on parle de protéines alternatives d'ailleurs Voilà. au sens large. Les alt-prot, comme on dit en anglais, ouais. Voilà, tout à fait. Et moi, j'ai coutume de dire, oui, nous, finalement, on n'est pas une protéine alternative, parce que ce sont les mêmes protéines, mais produites Oui. d'une manière alternative. Donc, Oui, c'est c'est plutôt vrai. notre mode de production qui est Hmm. alternatif. Biologiquement, on parle de la même chose. D'accord. Très intéressant. Et vous avez fait le choix chez Vitalmeat, de vous focaliser sur le poulet en premier temps, c'est ça? Voilà, parce que quand je vous parlais de lignées cellulaires, les lignées cellulaires les plus abouties et les plus performantes sont des lignées de poulet. D'accord. De manière tout à fait pragmatique, on s'est focalisé là-dessus. Il faut savoir également que la viande de poulet, c'est la viande la plus consommée dans le monde, Oui. qui a le plus de croissance. Donc quand on parle d'impact, évidemment, le poulet est un vrai sujet. D'accord. Et là, aujourd'hui, j'imagine que toi-même et l'équipe, vous avez déjà mangé, entre guillemets, un steak de poulet issu de vos cuves? Oui. D'accord. Heureusement, on a même commencé par ça. Ouais, j'imagine. Commencer par goûter pour se dire, ah, ça a goût de poulet, donc Et ça ressemble à quoi alors? c'est bon, on peut y aller. Alors, je vais parler de la viande de culture Oui. de manière générale. Ce qu'on voit quand on est un petit peu sur Internet, voir les sites, etc. Le Graal de la viande de culture serait de reproduire un morceau de viande à l'identique, que C'est ce ça. soit un blanc de poulet, etc. Ou le steak haché, comme on l'a vu avec les Hollandais qui avaient fait ça en labo à un moment donné, il y a quelques années. Exactement. Mm. Donc, si vous voulez un blanc de poulet à l'identique, il faut faire quasiment de la reconstitution de tissu. Oui. Donc, on est sur des process qui sont extrêmement chers, extrêmement coûteux, D'accord. avec des technologies qui sont peu scalable ou alors difficiles à monter à l'échelle en bon français. D'accord. Donc voilà. Et puis, il y a une question derrière sous-jacente qui est de se dire, mais la viande est aussi un produit culturel. Oui. Est-ce que l'enjeu aujourd'hui, quand on parle de durabilité, c'est d'aller se poser la question de la côte de bœuf au barbecue qu'on mange entre amis, du poulet rôti du dimanche midi, ou finalement il y a aussi une grande partie des protéines animales qu'on consomme qui est dans la process food, et est-ce que c'est pas par là qu'il faudrait commencer? D'accord. Donc nous on a un process de production dans lequel je peux malheureusement pas rentrer dans le détail, Bien sûr. et tu le comprends. Qui doit être breveté, etc. Sécurisé en tout cas. Exactement. Et on voit aujourd'hui, et donc nous, notre métier, c'est finalement de produire des cellules de poulet, Ok. et avec cette pâte qui n'est pas texturée. Voilà, c'est ça. On fait pas de la reconstitution de tissu. Et ben, on développe des recettes de produits finaux aujourd'hui qui sont plus de la process food comme première étape. Donc on parle d'un nugget, on peut parler d'un cordon bleu, on peut parler de petits bouts de poulet que vous trouvez sur des pizzas. Enfin, bref, là où il y a du poulet dans des recettes industrielles, eh bien, on utilise nos cellules de poulet comme un ingrédient qu'on combine aussi souvent d'ailleurs avec un peu de protéines végétales pour apporter l'aspect texture. Et à la fin, on a des produits qui, organoleptiquement et nutritionnellement, sont vraiment très intéressants. D'accord. Non, mais je pense que c'est important de préciser un peu ce process, enfin, sans rentrer dans les détails, parce qu'on ne sait pas trop comment ça marche, on en parle un peu dans les médias de la viande cellulaire, etc. Et je pense qu'il y a des espèces d'images d'Épinal où on imagine un moule dans lequel se cultiveraient les cellules, et puis à la fin on démoule et on a une escalope de poulet. Oui, alors, voilà, alors c'est pas du tout ça. Alors, effectivement, on n'est pas du tout dans le poulet tricatel de l'aile ou la cuisse. Nous, on a un procédé qui est somme toute à la fois très complexe et très simple, et il faut plus rapprocher ça de la fermentation comme procédé.
et effectivement qu'une escalope de poulet qui pousserait miraculeusement C'est ça. dans une boîte de pétri. Voilà, c'est ça. C'est pas, c'est, Ouais. on Parce est, que on les est très, très Hollandais, loin. ils avaient, enfin, les images qui avaient circulé quand on avait montré ce steak in vitro, on avait une boîte de pétri, puis ça faisait effectivement une forme de steak haché de bœuf, quoi. Oui, je pense que c'était assez malheureux C'est parce un qu'en plus, cliché. en plus, c'est certainement pas comme ça C'est pas comme ça qu'ils l'ont fait. qu'ils l'ont fait. Je pense que d'un D'accord. point de vue communication, ça devait Ouais, être à ouais. l'époque, ça devait parler pour expliquer parce qu'on est quand même sur une innovation de rupture et qui est pas forcément intuitive pour tout le monde. Mais effectivement, la fermentation, qui est très usée, très usitée, très utilisée en alimentaire, Mhm. voilà, c'est ce type de procédé qu'on utilise, D'accord. tout simplement. Non, bah merci pour ces éclairages parce que c'est un marché qui est quand même très très neuf. Et de façon générale, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta vision justement des marchés, des alternatives, des protéines alternatives, quelles qu'elles soient? C'est quoi les enjeux à l'échelle français, européen, mondial? Voilà, Alors, l'enjeu fondamental, il est assez basique. d'accord. C'est qu'on va être entre 9 et 10 milliards d'habitants Mhm. en 2040, qu'avec la hausse des niveaux de vie, et en particulier dans les pays du Sud, et je pense qu'il faut s'en réjouir, et ben, la consommation de viande est en train d'augmenter très fortement à l'échelle mondiale, Mm. et que toutes les projections de la FAO sur un horizon 2040 montrent qu'il va y avoir un accroissement constant de cette demande mondiale en protéines animales. On parle, voilà, c'est évidemment des estimations, hein, d'une hausse du besoin mondial en protéines animales de 50%, plus 50% par rapport au niveau de 2010. En protéines tout court, même pas que animales. Parce qu'il y a Alors, aussi la protéine végétale il dans y a le aussi, match. il Ouais. y a aussi, il y a aussi la protéine végétale, mais Ouais. là, on parle de la protéine animale. Et D'accord. la question, c'est de se dire, bon, est-ce que raisonnablement, face à cet enjeu de production qui est énorme, Mm. l'élevage conventionnel peut répondre seul à cet enjeu? La réponse est probablement pas seul. Mm. Il aura un rôle à jouer, évidemment, mais en parallèle de ça, il faut qu'on soit capable de proposer des protéines alternatives pour Bien sûr. répondre à cet accroissement de la demande, et des protéines alternatives qui doivent adresser les trois grands enjeux de demain. Le premier et le plus important, l'environnement, Mm. la santé humaine et le bien-être animal, qui est une préoccupation de plus en plus importante, notamment auprès des jeunes générations. Ouais, bien sûr. Et même pour revenir sur ce que tu dis, il faut même diminuer la production de protéines animales traditionnelles, parce que le dernier rapport du GIEC le redit encore une fois, celui qui est paru il y a quelques semaines, que l'impact environnemental, l'impact sur le climat de la production animale telle qu'on la connaît aujourd'hui, il n'est pas soutenable à long terme. Voilà, il ne sera pas soutenable Ouais. à 9 à 10 milliards d'habitants. Aujourd'hui, l'élevage, c'est 70% de la surface agricole utile mobilisée. Augmenter de 50% la production, pas besoin d'être un génie des mathématiques pour comprendre que ça va poser un certain C'est nombre ça. de problèmes. C'est ça. Donc, effectivement, c'est nécessaire. Et alors justement, mais pour alors, revenir sur les trois points que tu soulevais, c'est-à-dire le volet nutrition, bah, on voit bien, puisque si le produit est très similaire à la protéine, donc c'est une protéine propre et pure, entre guillemets. Le volet bien-être animal, bah, on le voit bien, puisque du coup, on n'a pas recours à l'animal pour produire. Et sur le volet environnemental, mais c'est un point que je voulais soulever, comment on se positionne justement la viande cellulaire par rapport de la protéine végétale et à ce qu'on va appeler les substituts de viande de deuxième ou troisième génération qui, eux, exploitent plutôt la protéine végétale. Alors, excellente question. On ne peut pas y répondre de manière très stricte, parce que, comme vous le dites, on est encore en stade de R&D, donc on n'a pas encore les procédés industriels, les usines qui vont permettre de faire les calculs extrêmement précis, où chacun sera capable de dire, bah voilà, mon impact environnemental, mon impact carbone, ça sera ça. D'accord. Maintenant, on comprend vite que l'objectif, finalement, de notre industrie de l'agriculture cellulaire, c'est on travaille au niveau de la cellule et puis au niveau de l'animal. Donc on va être beaucoup plus efficace et économe en ressources en nourrissant directement et d'une manière extrêmement précise avec seulement les nutriments dont elle a besoin, la cellule, plutôt que d'élever un animal dont la principale mission n'est pas d'être une machine à viande. Bien sûr. Bien sûr. Mais ceci étant dit, il y a quand même un coût, entre guillemets, un coût environnemental qui est lié, j'imagine, à la consommation d'eau, des process et à la consommation d'énergie, parce que c'est pas neutre en énergie. Alors oui, alors notre procédé, je vous l'ai dit, il est assez simple. Finalement, ça se passe dans des cuves qui sont chauffées à 37 degrés. Donc effectivement, il faut chauffer des cuves à 37 degrés. Un des vrais enjeux, c'est de savoir quelle énergie on va utiliser pour faire ça. Ça, il y a peut-être des enjeux d'optimisation ou de neutralisation
de la consommation d'énergie, etc. à ce moment-là. Exactement. Et voilà. Et en termes de consommation d'eau, bien sûr, il y a une consommation d'eau à la fois pour nos solutions nutritives, puis pour le nettoyage des cuves, etc., comme dans n'importe quel procédé industriel. Les études environnementales qui sont produites en ce moment montrent qu'on attend quand même une économie d'eau l'équivalent d'un facteur 10 par rapport aux produits animaux conventionnels, par exemple. Et si on se projette, c'est toujours pareil, parce qu'on parle quand on parle de ces choses-là, il faut savoir à quel horizon on se projette. Est-ce qu'on se projette dans 3 à 5 ans pour les premiers produits? Est-ce qu'on se projette dans des process optimisés à 15 ou 20 ans? Mais nous, notre ambition, c'est de se dire, bah voilà, notre solution nutritive, on va être aussi capable de la recycler, d'en enlever les toxiques et de la réenrichir pour la remettre dans le cycle. Donc là, on arrivera à terme, je ne sais pas combien de temps ça prendra, à quelque chose d'extrêmement vertueux, où effectivement, même le milieu de culture dans lequel poussent nos cellules pourra être recyclé et réinjecté dans le cycle de production. Réduire la consommation. Donc voilà, Okay. Ça permet évidemment des optimisations formidables, de la même manière que sur le feed conversion ratio, taux de conversion alimentaire, qui est le principal enjeu dans les productions animales. On peut énormément progresser parce qu'on est au niveau cellulaire et donc on travaille de manière extrêmement précise sur le métabolisme de la cellule pour simplement lui donner juste ce dont elle a besoin pour transformer une calorie, on va dire, végétale en une protéine animale. D'accord. Et dans les autres barrières qui jusqu'à maintenant empêchaient le marché de se développer, il y avait une barrière économique. Quand on a parlé des premiers steaks développés de façon in vitro, je ne sais plus, c'était un coût exorbitant au kilo. Est-ce qu'on a déjà des idées, des métriques un peu économiques qu'on peut sortir sur ce type de produit? Est-ce qu'à un moment donné, ça va être accessible au consommateur final en termes de prix? Alors, effectivement, en 2013, quand Mark Post a produit le premier burger in vitro, plus que la prouesse technologique que c'était à l'époque, paradoxalement, les gens ont retenu le prix. Oui. Alors, je ne sais plus si c'est des dollars, des euros, mais entre 250 000 ou 300 000 dollars le steak, qui veut fondamentalement rien dire, puisque c'était un projet de R&D, la recherche, bien sûr. de R&D tout entier. Alors, effectivement, atteindre des coûts qui rendent ces technologies et donc les produits accessibles au plus grand nombre, c'est un des véritables enjeux des boîtes comme la nôtre. Ouais. On est parti avec des coûts qui étaient de plusieurs milliers d'euros il y a quelques années et on se rapproche petit à petit de coûts qui vont être acceptables et qui permettront de faire des produits qui seront tout à fait accessibles à tout un chacun d'ici quelques années. La question, est-ce qu'on va pouvoir avoir des produits qui vont être compétitifs sur le marché? Oui. La réponse est oui. La question, c'est quand? Oui. Et évidemment, au début, ça sera un petit peu plus cher. Il y aura un premium par rapport aux produits conventionnels. Mais si on parle à une échelle de 10 ans, l'idée, c'est de converger petit à petit avec le prix des produits, des protéines animales traditionnelles. D'accord, oui, bien sûr. D'accord. Au niveau des sujets qui sont importants, je pense, pour le développement du marché, il y a aussi la dimension de l'acceptabilité du consommateur. J'imagine que chez VitalMeat, c'est quelque chose que vous avez observé, que vous avez peut-être même testé à travers des études, voire des tests organoleptiques. Est-ce que vous avez déjà fait goûter les produits à des consommateurs finaux? Alors, on n'a pas le droit en France de faire même les études. Goûter. Alors, les études, évidemment, on a le droit. D'accord. Mais faire goûter à des consommateurs, etc., c'est voilà, il y a la problématique de mise en marché, etc. Donc aujourd'hui, on ne fait pas encore ça. D'accord. Par contre, il y a un nombre d'études très important, à la fois au niveau mondial, au niveau européen, au niveau français, sur les produits issus de l'agriculture cellulaire et en particulier la viande de culture, et qui montrent qu'année après année, l'acceptation de ce type de produit monte et elle est très bonne. Et que, évidemment, plus on explique comment ça marche, ce que c'est et quelles sont ces allégations positives à la fois en termes d'environnement, de bien-être animal et de santé, et évidemment, plus l'acceptation est forte. Maintenant, on reste sur des études. Pour moi, ça reste assez virtuel, une étude, tant qu'il n'y a pas un produit qu'on peut goûter, un prix, etc. C'est assez difficile à palper véritablement. Maintenant, on adresse un marché qui est colossal et il est sûr que cela va se faire progressivement. Et à la limite, le vrai facteur limitant, je pense que ça va être nos capacités
de production, finalement, plus que l'acceptation du consommateur qui va être progressive. Et je pense que voilà, ça le fait à beaucoup de personnes, et nous en particulier français, la première fois qu'on parle de viande de culture, surtout si on vous dit viande de laboratoire, viande in vitro, on voit bien le laboratoire et la technologie et l'assiette sont pas vraiment dans les mêmes cases du cerveau. Donc ça demande toujours un petit peu d'explication pour comprendre véritablement ce que c'est et les enjeux qui sont derrière. Pour en goûter quand même assez régulièrement, il y a aussi une autre magie qui s'opère, c'est quand vous goûtez le produit, que le produit il a goût de poulet, il a goût de viande, que vous êtes dans un environnement convivial, vous switchez tout de suite sur le registre de l'alimentation, et il n'y a plus de barrières ou de problèmes, quoi. C'est, effectivement, c'est l'audace de la première bouchée. Dans un cadre professionnel, de consultant, etc., il nous est déjà arrivé notamment de faire goûter nos produits. Et j'ai encore jamais rencontré personne finalement qui ne les a pas goûtés. Donc le produit un peu cuisiné, quoi. Oui, bien sûr, des recettes de mis en forme, quoi. quoi. Et mis en forme ou pas en fonction des choses, mais principalement mis en forme. D'accord. Après, voilà, je pense qu'il faut qu'on ait conscience et qu'on est sur une vraie innovation rupture. Exactement. Et on ça pas peut prendre du temps pour donc il faut accepter que ça demande de la pédagogie, bien que sûr. ça demande du temps, que les gens ont besoin de comprendre, de savoir, de s'opposer. Et à la limite, je trouve ça parfaitement sain et parfaitement normal qu'on se pose ce type de questions. Et il faut l'accepter. Après, si on raisonne dans une échelle de temps qui est longue, si vous voulez, moi je n'ai aucun doute sur l'acceptation de ce type de produits qui de toute façon seront nécessaires si on veut véritablement atteindre nos objectifs de neutralité carbone 2050, notamment en Europe. Oui. Par exemple, alors moi, il y a les études, et puis il y a aussi la vraie vie. Évidemment, avant de monter Vitalmeat, l'acceptation des consommateurs, c'est une des principales questions que je me suis posée, et puis n'importe qui va vous donner un conseil pour monter une boîte, fasse une étude de marché, etc. C'est un petit peu compliqué à réaliser à l'époque. Enfin, je me renseignais quand même beaucoup sur le sujet, et notamment, je me souviens d'avoir regardé un reportage sur le fameux premier burger in vitro de Mark Post à la télévision chez moi. À l'époque, mes enfants étaient assez jeunes, donc qui dit télévision allumée, dit tout le monde rapplique, donc je les laisse regarder. Et à la fin du sujet, qui dure à peu près 1 heure, je leur demande un peu leur avis, pensant que de se dire ces mecs en blouse blanche qui ont poussé de la viande dans des labos, voilà, qu'ils allaient être un petit peu outrés par ça. Et à ma grande surprise, ma fille, qui devait avoir 9-10 ans à l'époque, me dit: mais papa, si on est capable de fabriquer de la viande sans tuer d'animaux, on est vraiment l'espèce la plus cruelle du monde à continuer à faire comme on fait. D'accord. Et donc là, je réfléchis, je te dis, ah oui, effectivement, pour elle, ça lui paraît être du bon sens. Et dans 20 ans, qui ça sera plutôt plus elle que moi. Et donc, ça fait sens. Et voilà, cette préoccupation alimentaire du bien-être animal fait partie des tendances qui, année après année, augmentent. Et quand cette génération va arriver à maturité, il est possible que ça devienne la norme, parce que vous aurez été habitué. Vous en aurez d'abord vu au restaurant, des gens à côté de vous qui en prennent, vous allez aller à un apéro, vous allez manger un truc, ah ben tiens, mais ça en fait c'est la culture de meat. Ok, et petit à petit ça va rentrer dans les habitudes. Mais tout ça va se faire très progressivement et à l'échelle générationnelle. Et après, mais c'est sûr que ça évolue beaucoup avec les nouvelles générations. On voit déjà le taux de flexitariens et végétariens même dans les jeunes générations, il est beaucoup plus important. Donc la préoccupation du bien-être animal, elle est beaucoup plus forte qu'avant, et elle le sera probablement encore plus forte chez les enfants d'aujourd'hui, qui ont peut-être moins d'a priori et qui auront cette priorité de durabilité beaucoup plus forte que chez les adultes. Et si on se projette sur une échelle de temps très longue, dans 40, 50 ans, 60 ans, est-ce que ce qui va pas paraître naturel, c'est plutôt d'avoir un produit cultivé, et le fait de manger de la viande issue d'un animal pourrait à la limite paraître comme une idée un peu incongrue, ou voilà, une tradition ancestrale, culturelle, mais voilà, davantage un produit culturel qu'un produit d'alimentation finalement.
Est-ce que tu peux nous donner aussi quelques timelines là sur la mise sur le marché de ce type de produit? Alors je sais qu'il y a encore des enjeux réglementaires à lever, etc. Alors, Et puis il y a des enjeux industriels et R&D, j'imagine, à ton niveau. Est-ce que tu peux nous donner évidemment, une visibilité là-dessus? alors, il y a trois gros enjeux. Hmm. Être capable de produire à grande échelle. Ouais. On n'y est pas encore tout à fait, on y Ok. travaille, on avance tous les jours. Être capable de produire à un coût raisonnable Ouais. pour avoir des produits qui s'adressent au plus grand nombre, parce qu'on parlait d'impact tout à l'heure. Hmm. Si vous vendez quelque chose à 400 euros du kilo, votre impact il va être beaucoup plus réduit que si vous êtes capable Exactement. de proposer des produits qui s'adressent à vous et Tous moi. les consommateurs, ouais. Donc voilà. Et le troisième enjeu, il est effectivement réglementaire. On est sur des procédés de fabrication qui sont nouveaux. Donc tous ces nouveaux produits sont soumis à autorisation réglementaire. Ok. En Europe, ça s'appelle l'autorisation Novel Food, Novel qui est Food, un règlement applicable depuis le 1er janvier 2018. Mhm. Donc un des gros enjeux sur lesquels on travaille, c'est monter notre dossier d'approbation Novel Food en produisant des études toxicologiques notamment pour évidemment démontrer que nos produits sont sains C'est ça. et nutritifs et positifs pour la santé. Et puis après, l'Europe fera son travail. Donc on dépose notre dossier à la Commission européenne qui va demander un avis à l'EFSA, Oui. qui est European Food Safety Agency. L'agence de sécurité Et- sanitaire européenne, ouais. Exactement, et qui donnera un avis favorable à ces produits-là. Alors c'est un process qui est complexe, qui est coûteux. Évidemment, il faut faire des études Bien sûr. approfondies. Là, il est en cours le process, mais justement, qui de est, votre côté. c'est un process qui est nécessaire, Mhm. parce qu'on l'a dit, pour l'acceptation des consommateurs, je pense qu'à un moment donné, ça sera important, et c'est souhaitable, et on le souhaite, qu'il y ait une autorité réglementaire indépendante, une tierce partie, qui puisse certifier que ces produits sont sains et sûrs, quoi. Nous, non, notre dossier Novel Food, nous ne l'avons pas encore D'accord. déposé auprès de l'Europe. C'est également le cas de mes compétiteurs, parce qu'aucun dossier Ok. viande de culture aujourd'hui n'est à l'étude Au niveau européen. D'accord, ok. Voilà. Et si on parle au niveau mondial, il y a une autorisation qui a été accordée à un produit à Singapour. Oui, d'accord. Pour des quantités epsilonesques. L'année dernière, etc. je crois. Hein. Je crois que c'était fin 2019 ou tout D'accord. début. Ok. Ouais, je dirais fin 2019, mais effectivement, il manque peut-être une année avec le Covid. Oui, on sait plus trop. Il y a des années qui ont sauté, quoi. Justement, tu peux nous parler un peu du panorama mondial, parce que, en tout cas en France, vous êtes très peu nombreux à faire ça. Enfin, Ouais. moi j'en ai deux, vous plus un autre, mais il y a peut-être plus, j'en sais rien. Alors, effectivement, si on parle du panorama mondial, il y a 4 zones où ça bouge beaucoup sur ce sujet-là. Ouais, La première zone, c'est évidemment la Silicon Valley bien sûr. et la région de San Francisco, où voilà, il y a des startups très médiatiques dans le secteur, C'est qui c'est qui ont Mozambique, Alep. qui ont levé beaucoup d'argent. Non, je pense plus à Upside Foods Oui. et à Just, Ok. notamment. Ah, Just, ils sont aussi sur la viande cellulaire? Voilà, Parce donc, qu'au début, ils étaient sur ils font des les œufs. produits sans œufs, Voilà, les alternatives aux œufs. ils ont des alternatives végétales, notamment une alternative à l'œuf. Ouais. Et ils travaillent aussi sur la viande de culture. D'accord, Et c'est notamment eux qui ont eu le premier agrément à Singapour, d'accord. etc. Donc ça, c'est la première zone. La deuxième zone, c'est Israël. Israël, ouais. Voilà, qui a des problématiques agricoles Oui. très particulières. Puis un Qui est- écosystème food tech qui est très très fertile. Qui a un écosystème food tech, biotech très Oui. fertile, avec beaucoup de compétences. Et voilà, cette capacité à se positionner sur des niches à haute valeur ajoutée Bien très sûr. vite, etc. Donc, Capacité à financer aussi très forte. Exactement, Ouais. donc pôle très actif en Israël. Il y a évidemment l'Asie, Oui. avec, on a parlé des questions de santé, d'environnement et de bien-être animal, mais il y a une autre question qui pose de manière encore plus cruciale dans certains pays, qui est l'autonomie alimentaire. Oui. Des pays comme Singapour, le Japon importent 95% de leur nourriture. La Chine, alors je le dis de manière caricaturale, hein, retiens pas le chiffre, mais c'est 20% de la population mondiale et 10% des ressources, donc ils sont intéressés aussi à gagner en autonomie. Plus souverain au niveau des protéines, ouais. Et du reste. Et être plus souverain au niveau des protéines. Ceci dit, ça peut être un sujet de préoccupation pour nous en Europe. On a vu avec le Covid justement que l'importance de la souveraineté alimentaire Bien sûr. et de la souveraineté technologique. On le voit aussi avec le conflit en Ukraine, hein, bien sûr. Exactement. Et la dernière zone, c'est évidemment l'Europe. Nous, on est deux à le faire en France. Il y a la Hollande. Ouais, c'est ça, vous qui n'avez est bien le- que deux. Hein. Ouais. C'est Gourmet l'autre. Exactement. Ouais. Donc, avec un premier produit qui est le C'est un foie foie gras. gras, ouais.
Donc voilà. La Hollande, qui est peut-être le pays le plus dynamique, et D'accord. on va dire, en fonction des pays, entre une et deux startups sur ce secteur. D'accord. Et alors du coup, c'est vrai que quand on n'est que deux en France ou on va dire moins de 5 en Europe, comment on fait pour s'organiser un peu en collectif, en écosystème? Enfin, est-ce que j'imagine que vous vous connaissez, est-ce que vous agissez collectivement pour faire un peu de lobbying justement sur les volets réglementaires et autres, et politiques? Ouais, alors en Europe, on est une douzaine de startups à D'accord, s'être unifiées pour créer une association professionnelle qui est basée à Bruxelles d'accord, et dont l'objectif est effectivement d'établir un dialogue avec les autorités réglementaires et puis plus généralement avec toute tierce partie qui est intéressée par le développement oui, de cette nouvelle industrie. d'accord. Parce qu'en France, je sais qu'il existe Agriculture Cellulaire France. Je sais pas si Alors, c'est la même structure. tout à fait, et au Ouais. niveau français, on travaille avec Agriculture Cellulaire Hmm. France, qui est une association indépendante, Hmm. voilà, on va dire de consommateurs Hmm. ou de futurs consommateurs plutôt, et avec qui il nous arrive de faire des rendez-vous communs pour faire de la pédagogie tout simplement Ouais, très bien. et expliquer ce qu'on fait. Ouais. On avait fait un interview de Nathalie Roland, qui est la D'accord, cofondatrice d'Agriculture Cellulaire France l'année dernière dans Culture Nutrition, d'accord. justement pour qu'elle nous donne sa vision sur le développement du marché. Très intéressant. Oui, donc un écosystème qui est encore à construire finalement, qui est beaucoup moins développé pour le coup que la viande de troisième génération, où là il y a beaucoup plus de startups qui existent Bah, en France et dans le monde. effectivement, on est encore un peu plus loin du marché, Ouais, etc. Ce qui explique qu'on est moins nombreux. Fondamentalement, je pense qu'il est important pour la France, notamment, et pour l'Europe, d'être présent dès aujourd'hui oui, sur ce type d'innovation, de rupture technologique, mhm, puisque c'est des cycles de R&D qui sont super longs. On travaille sur des sujets qui posent un certain nombre de questions d'acceptation, les impacts, c'est des études prospectives, mais on n'en a pas encore la certitude, etc. Et pourtant, c'est aujourd'hui que cela se joue pour demain, après-demain, etc. Avoir des euh, produits en France qui répondent aux attentes sanitaires, traçabilité, nutrition française et européenne, bien sûr. etc. Donc, on a besoin, je pense, en France, et il faut promouvoir une vraie filière d'agriculture cellulaire Mhm, et qu'on soit capable d'investir, parce que la technologie qui arrive dans nos assiettes, il n'y a pas que la viande cellulaire, mais mhm, quand on voit les impacts, quand la tech est arrivée dans la mobilité, quand on voit ce que les réseaux sociaux ont changé dans notre vie, on peut imaginer, et je ne sais pas quels vont être véritablement ces impacts demain, ouais, mais que l'impact soit aussi fort et significatif bien sûr. dans nos assiettes. Et aujourd'hui, on entend beaucoup de voix qui s'élèvent pour être un petit peu frustrés de se dire bah, comment ça se fait qu'il n'y a pas un réseau social européen, Oui, comment ça se fait que le virage de l'intelligence artificielle en soit un petit peu à la traîne, etc. L'idée, c'est de se dire bah, là, on le voit arriver, la tech arrive dans nos assiettes, et bien investissons en France pour développer des solutions qui correspondent à nos attentes, notamment en termes d'impact environnemental, mhm, etc. Et pour pouvoir avoir des solutions qui soient produites en France, avoir une souveraineté technologique, puisque ma conviction, c'est que ce type de solutions vont s'imposer parmi bien d'autres. sûr. Hein. L'idée, c'est pas de les opposer. Hein. Toutes les solutions ont leur pertinence. Mhm, Et voilà, moi, j'aimerais que dans 5 ou 10 ans, eh ben oui, il y ait des produits français qui soient disponibles. mhm, Et ça implique d'être le plus compétitif le plus tôt. Et c'est vrai que l'agroalimentaire, ça reste quand même une des places fortes de compétitivité de la France bien sûr, et de l'Europe, bien sûr. et qu'il faut qu'on soit capable d'anticiper. On parlait de troisième génération, de Ouais. quatrième génération, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais voilà, l'idée c'est de se dire, voilà, innovons, Mhm, voilà, on a le droit de se poser des questions, et je pense que les questions, elles sont saines ouais. et nécessaires, mais il faut investir pour trouver des réponses Mhm. à ces questions, plutôt que de se dire, ah bah les questions sont ouvertes, donc on va attendre que les questions soient, on ait les réponses aux questions avant d'y aller, Ouais, quoi. ouais. Il Mais faut justement, justement travailler sur ces questions-là. on peut s'étonner que dans un pays avec une puissance agricole aussi forte, une industrie agroalimentaire qui est quand même forte et exemplaire comme la France, pourquoi il n'y a que deux startups aujourd'hui positionnées sur ce marché? Et est-ce que comme dans la tech en général, on parlait des GAFAM et autres, est-ce qu'on n'est pas en train de regarder le train passer en France et en Europe et qu'on va pas se faire manger par les États-Unis sur ce sujet-là aussi? Alors déjà, il y a plusieurs manières de le voir. Et Ouais. moi, je dis, on est déjà deux. Oui, Et c'est mieux que rien. on est déjà deux.
et de boîtes qui sont plutôt compétitives avec des technologies intéressantes qui on va dire, sont compétitives au niveau mondial. On a besoin d'aller plus loin, de passer à l'étape supérieure, et puis on a besoin d'un écosystème. L'idée, c'est pas de dire il faut 50 startups dessus. Les startups, si l'environnement est favorable, elles vont émerger. Maintenant, est-ce qu'on a besoin de plus d'universitaires, de l'INRA qui travaillent sur ces sujets-là? Est-ce qu'on a besoin de travailler en bonne intelligence avec l'environnement de l'État, etc. Bien sûr, oui, il faut qu'on avance de ce côté-là. Certains pays avancent plus vite que nous, certains pays avancent moins vite. Maintenant, moi, ma conviction, c'est que voilà, c'est dans les mois et années qui viennent qu'on va créer une compétitivité ou pas sur ce sujet. D'accord. Et du coup, j'imagine qu'il y a un enjeu énorme de financement. Parce que c'est la R&D qui doit coûter cher, j'imagine. On le voit, les Américains ont commencé à lever des fonds par dizaines, voire centaines de millions d'euros, je pense, sur le sujet. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler de ce volet financement, à la fois de l'écosystème, mais aussi spécifiquement de Vitalmeet, comment vous êtes financé jusqu'à maintenant et est-ce qu'il y a des levées de fonds à venir? Alors moi j'ai la chance, je vous l'ai dit, Vitalmeet c'est une émanation d'un groupe industriel, un spin-off comme on dit en bon français. Okay. Donc les premiers financements ont été portés par le groupe Primo. Il est évident qu'on est sur des sujets où les investissements en R&D sont très lourds. Ouais, c'est très capitalistique. C'est très capitalistique sur la R&D, ça va être très capitalistique aussi sur les fermes d'agriculture cellulaire. Oui, au niveau de l'équipement industriel. Et au niveau de l'équipement industriel, tout simplement. Donc, il va être nécessaire, nous, pour accélérer et rester compétitif au niveau mondial, de lever des fonds à l'extérieur avec des VC classiques. Donc ça, c'est effectivement dans nos projets pour passer la prochaine marche, d'ouvrir le capital pour pouvoir accélérer, renforcer l'équipe et construire notre première ferme d'agriculture. Ok. Et on peut imaginer des levées de fonds et des tours de table d'une ampleur comparable à ce qu'a fait Insect, par exemple, sur la protéine d'insectes? Alors oui, vous dire on dépasse les 100 millions quand exactement, mais bien sûr, c'est des sujets qui nécessitent des investissements qui sont de cet ordre-là, voire plus importants aussi. Parce qu'il y a de la techno, il y a de l'industriel, mais je pense qu'il y a aussi de la communication. Parce qu'on parlait tout à l'heure de l'éducation, de la pédagogie auprès du consommateur. J'imagine qu'il y a du boulot. Voilà, alors il y a évidemment toute cette communication, cette commercialisation, etc. Nous, chez Vitalmeet, on a fait le choix d'être en B2B. C'est-à-dire de dire, nous, on est producteur de poulets cultivés. Ok, pour l'industrie. Et, voilà, et on va travailler en collaboration avec l'industrie pour faire des recettes de produits finaux. Parce que quand les premiers produits vont arriver portés par des startups, etc., et que les gens vont commencer à en acheter, ma conviction, c'est que les marques, un petit peu comme on voit les alternatives végétales qui sont en train d'intégrer les gammes, et que ça soit aussi quelque chose qui intéresse les marques, d'être capable de proposer ce choix-là à leurs consommateurs. Donc des marques de plats cuisinés, de pizza ou de nuggets ou de je ne sais quoi. Exactement. D'accord. Exactement. Tout ce que vous faites. Et sans trahir de secret, il y a déjà des marques agroalimentaires françaises qui travaillent, qui font de la R&D avec les produits de Vitalmeet. Bien sûr, je pense que toutes les marques s'intéressent à ce type de sujet. Okay. La difficulté, c'est de faire le lien entre les attentes très court terme des consommateurs et qu'est-ce que sera le marché, les attentes dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Mais oui, on travaille déjà avec des grandes marques de l'alimentaire, à la fois en France, mais aussi au niveau mondial, pour développer des recettes de produits finaux. Et voilà, même si on est en phase de R&D, je pense que c'est la bonne façon de procéder. C'est-à-dire de voir ça comme une véritable collaboration, un partenariat, où ce qui nous permet aussi d'orienter le produit pour qu'il réponde au cahier des charges de l'industriel qui va avoir envie de commercialiser des recettes avec du produit du poulet cultivé à l'intérieur. Ok, très bien. Si tu veux bien, je vais revenir sur la casquette Étienne l'entrepreneur, pour te poser des questions un peu sur ta perception du métier d'entrepreneur que tu pratiques maintenant depuis 4 ans, 5 ans, c'est ça on peut dire? 2018
Ouais, fondé. 2018, création de Vitalmeet. Voilà. Dans ma boîte précédente, c'était quand même une petite boîte, Oui, une donc ça fait start-up. même Donc plus ça fait. que... Ouais, c'est Oui, ça. voilà, ça fait depuis 2012 que je suis dans Ah d'accord, l'entrepreneuriat donc au sens large. déjà une décennie. Donc c'est quoi ton recul sur cette décennie d'entrepreneuriat? Joker. Ah, d'accord. Non, Pourquoi? Parce que non, c'est... mais j'ai pas de recul. C'est quoi C'est un ton chemin. top et ton flop de ces 10 dernières années en tant qu'entrepreneur? C'était quoi la chose, la plus grande réussite, le plus gros succès et ta plus grande difficulté ou ton plus gros échec? Alors c'est loin de moi l'idée d'évacuer la question, mais j'espère que ma plus grande réussite, elle est plutôt à venir. D'accord, Et malheureusement, j'imagine que pour arriver à ma plus grande réussite, je vais aussi devoir connaître mes plus gros échecs. bien sûr. Donc voilà, moi je suis très projeté vers l'avenir. Ouais, Et aujourd'hui, honnêtement, j'ai pas, alors, je sais pas si c'est une affaire de personnalité ou de temps, de goût pour regarder dans le rétroviseur. ouais, Là, on essaie plutôt futur. de regarder loin devant, quoi. D'accord. Et je sais pas, tu as des tips ou des retours d'expérience à partager avec d'autres gens qui nous écoutent et qui pourraient avoir envie de créer une boîte dans le secteur de l'alimentation, de la nutrition? Si tu avais une astuce à leur donner, tu leur dirais quoi? Tous ces jeunes entrepreneurs qui veulent inventer l'alimentation de demain, comme tu es en train de le faire avec Vitalmeet, qu'est-ce que tu leur dirais? D'écouter leurs enfants. Ah oui, tout à fait, ouais. Qui sont probablement le meilleur focus group qu'on puisse imaginer. Exactement. D'accord. Ils ont quel âge tes enfants aujourd'hui? Bonne question, là je vais me faire Comment taper ça, sur bonne la question, doigt tu sais pas? parce que je réfléchis. T'as pas amené tes Donc, fiches? 14, 12 et 9. 10. D'accord, oui, on est bien. Et justement, tes enfants, qu'est-ce que tu leur donnes à manger? Parce que souvent, on teste des choses à la maison, puis on met en place peut-être une culture alimentaire particulière dans les familles. C'est quoi votre culture alimentaire? Déjà ça a été parmi les premiers consommateurs de Vitamite. Ok, Où ils ont testé les produits. ils ont testé les produits, super contents, super enthousiasmés par Mhm. l'idée. En plus, il y avait une notion de confidentialité du projet. Je Oui, veux dire, il faut pas c'était top secret. forcément. Donc voilà, c'était top secret. Donc le lendemain, pour aller à l'école, ils marchaient comme des agents secrets. D'accord, Donc ça ils longeaient renforce. les murs. Je pense que ça a renforcé un peu le plaisir de la chose. Et ils sont dans une petite école où il n'y a pas de cantine, donc en plus on fait à manger et pour le midi et pour le soir. Donc, D'accord. Ils emmènent leur petite gamelle ou ils rentrent à la maison? exactement. D'accord. Ils amènent leur petite gamelle, Ok, donc la cuisine ça commence tôt le matin parce ok. qu'on n'a pas forcément tout anticipé. Et c'est un vrai défi parce que ma femme est elle aussi très investie dans son travail, de D'accord, réussir à cuisiner, à manger sain avec un temps limité. Et d'accord. je pense que c'est une problématique que vivent beaucoup de Bien familles sûr, bien aujourd'hui sûr. qui ont des envies qui sont là et une disponibilité Exactement. de temps Le mode de vie nous rattrape à un moment donné. qui nous rattrape. C'est ça. Donc voilà. Et donc c'est quoi le plat signature, si on peut dire, enfin le plat facile et sain et rapide à préparer que vous avez l'habitude de faire et de proposer aux enfants dans leur petite gamelle? Alors, dans les gamelles, on a toute une gamme de pâtes et de riz Ok, très bien. adaptés, légumes, etc. etc. Et non, ce que mes enfants affectionnent, surtout en ce moment, là où l'été revient, c'est des salades, tomates mozza, pignons de pain, basilic, Très bien. etc. Et voilà, tout ce type d'aliments frais. Très bien. Ouais. Local peut-être. De saison à minima. 2 saisons à minima, et puis moi Ouais. j'ai la chance d'habiter une ville qui s'appelle Clisson, Proximité de Nantes, à c'est ça? proximité de Nantes, où il y a des éleveurs autour de nous, il y a des maraîchers autour de nous, Donc du et circuit il y a court. beaucoup de vignobles autour de nous, donc on peut assez facilement se faire une table locale tout à fait complète. Ça c'est bien. Très très bien. Bon, bah, très, très chouette. Écoute, avant d'arriver à la conclusion, moi j'avais deux questions à te poser qui sont un peu mes deux questions fil rouge. La première, c'est comment est-ce que tu te maintiens en veille sur cet univers hyper vaste qu'est l'alimentation et la nutrition? Est-ce que tu as et en plus des astuces à nous partager? Est-ce que tu as
des livres que tu as l'habitude de lire, des revues, des sites que tu suis, des podcasts aussi que tu écoutes qui t'inspirent soit dans la nutrition, soit sur d'autres sujets pas très éloignés. Ouais, alors moi j'ai plutôt ma vision d'entrepreneur, c'est plutôt de connecter des sujets qui n'ont pas spécialement à Oui, voir les uns avec les autres. très intéressant, ouais. Donc pour le coup, j'ai plutôt beaucoup d'éclectisme dans ce que je lis et les sujets sur lesquels je m'informe. Et puis après, je fais des ponts et ce qui m'aide Très à bien. construire et d'avoir des idées nouvelles. Hein, Alors parce par que exemple, des ponts avec quel domaine Non, mais alors. ou quelle source d'information? Je pense que alors, ça date d'hier, donc je Ouais, ne sais pas si c'est l'idée du siècle, mais je pense qu'il y a des choses à réfléchir, notamment pour nous dans les protéines alternatives et en particulier dans la viande de culture, au sujet de la traçabilité oui, et de comment on va communiquer avec nos clients sur toute la chaîne globale tout à fait, et passer voilà, d'une promesse à une preuve des allégations qu'on va pouvoir développer. complètement. Et donc là, on parle de chaîne de traçabilité, on fait Blockchain du peut-être? blockchain par Ouais. exemple. Hmm, Donc ça aussi, c'est des sujets, effectivement, voilà. Un podcast sur la blockchain, ça ne me parle pas de hmm, nutrition, ça ne me parle pas d'alimentaire, hmm. mais ça me permet de faire des connexions aussi avec le sujet. Et après, j'ai une veille, on va dire, assez classique de mailing list, de sites que je consulte, etc. Évidemment, je regarde beaucoup les États-Unis Oui, j'allais dire dans la parce partie food tech, que ouais. dans la partie food tech, force est de Ouais, constater qui est très c'est présent ça. et très dynamique et avec beaucoup d'idées qui sont poussées. T'as des newsletters ou des sites à nous recommander en particulier Ouais, je pense que je vais rien apprendre à personne, mais sur Food Navigator, Food Navigator, ouais. il y a quand même des choses intéressantes. Ouais, très bien. Et puis après, moi, j'ai des choses qui sont spécialisées dans l'agriculture cellulaire, qui Oui, vont toucher un public beaucoup moins large. Mais je vous dis, moi, je vais plutôt regarder à la fois du côté biotech ce qu'il fait ou sur des choses complètement différentes. Et puis hmm. moi, mon, mon métier, entre guillemets, d'entrepreneur et de créateur, c'est de savoir faire des ponts Oui, entre ces tout à domaines-là, fait. quoi. Et de Donc, pas avoir forcément d'a priori, parce que comme tu le disais tout à l'heure, t'es pas un scientifique, t'es pas un technique. Et et- justement, je pense que tu regardes les choses avec l'œil plus du business. Et c'est ça qui est exactement. Et intéressant. voilà, et faire des. Enfin voilà, si on reste trop focalisé dans son domaine, on finit par faire toute la même chose. Hmm, Et donc, c'est pas l'idée, c'est pour ça que moi, d'accord. Et en source d'inspiration, justement, un peu plus tech, que ce soit biotech ou même tech digital, blockchain, etc., t'as des supports à nous recommander ou des podcasts que tu utilises en particulier? non, là, alors, oui, oui, oui et non, mais j'ai pas un podcast particulier à recommander. Enfin, depuis le début, je te dis, voilà, moi, la durabilité au sens large m'intéresse. Hmm, Hein, donc voilà, moi, j'aime bien Sismic comme programme. Alors, on est plus très bien. ça peut concerner Oui, l'alimentation, mais pas que. Mais voilà, donc, d'accord. je trouve un podcast intéressant Ah que bah j'ai très bien. écouté là aussi en venant. Ah bah Donc très ça bien. fait, j'en ai écouté quand même plusieurs épisodes, donc Ok. je peux recommander Sismic. Bon bah on le note. Je pense que c'est un partage inspirant pour tout le monde. Et ma deuxième question qui me tient à cœur, et en plus je suis content parce qu'elle fait référence à quelque chose qui est écrit sur ton profil sur le site de VitalMeat. Ah merde, je sais Euh, pas ce qu'il y a écrit sur mon profil sur le Je vais site. peut-être t'apprendre quelque chose. Je sais pas si tu as vu, parce que là on a la chance d'être dans les locaux de Nutrikeo pour enregistrer ce podcast. Sur l'un des murs, il y a une citation de Mark Twain qui est écrite, qui est ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, qui est une citation et un peu un credo chez Nutrikeo. Et j'ai vu que sur ton site c'était marqué que tu croyais que tout est possible. Ouais. C'est ton Ah bah il faut descriptif. Voilà, donc j'imagine que ça te parle. bah non mais c'est sûr qu'un sujet comme la viande de culture qui est un sujet de R&D colossal, Oui, quand on n'est pas scientifique soi-même, oui, il faut quand même avoir une dose d'inconscience assez importante pour se lancer dans ce type d'aventure c'est ça. au long cours. Voilà, donc, ça me parle. Donc c'est l'essence même de ta société, ouais, que j'allais te demander. Tu pensais que c'était impossible et pourtant tu l'as fait. Je Ouais, pense alors que... on parle pas au passé, nous, pour l'instant. D'accord. On regarde devant ça. On se reverra dans 10 ans Et on verra si tu l'as fait. voilà, et on verra si on l'a fait. Bon, bah très bien.
Est-ce qu'il y a des sujets que tu aurais voulu qu'on évoque ou qu'on aborde sur ton parcours ou sur VitalMeet bon, avant de terminer? Non, mais alors, il y a bien, le sujet est tellement large qu'on a évidemment pas du tout tout balayé. Voilà, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de confronter ma vision d'entrepreneur qui développe de la viande de culture à une vision d'une filière agroalimentaire qui est en transition. Oui. Et c'est vrai que ça, c'est un dialogue qu'on essaie de rendre très actif en ce moment, de dire, parlons à des marques, parlons à des distributeurs pour voir comment cette solution, je pense qu'il faut être très honnête, qui n'est pas miraculeuse, qui va pas remplacer toutes les autres. Moi, alors, en ce moment, c'est la fin de la campagne présidentielle, mais je vais pas utiliser l'expression en même temps, mais l'idée, c'est de faire du et pas du ou. Oui. Et bien sûr, nos filières agroalimentaires, notre élevage est en train d'évoluer et c'est positif et il faut l'encourager. Et il faut développer les protéines végétales. Bien sûr. Et il faut développer des solutions telles que la viande de culture. Donc voilà, c'est comment on crée cette offre variée, ce champ des possibles, pour être capable de répondre à tous les moments de consommation et à tous les consommateurs avec des solutions qui soient saines, avec un impact environnemental faible. Et un bon goût. Et évidemment, un bon goût, c'est la base. Je vous ai dit, on a commencé VitalMeet, on a commencé par goûter avant de monter la boîte. Donc évidemment, le goût, c'est le prérequis quand on parle de nourriture. Donc voilà, envie de développer cette vision avec toute une filière, notamment au niveau français. Non, mais tu as raison de le souligner. Je pense qu'en matière d'alimentation, comme dans plein de domaines, il ne faut pas opposer les catégories de produits entre elles et que toutes ces solutions, qu'elles soient végétales, viande cellulaire ou autres, elles participent à diversifier le mix de protéines dont on va avoir besoin dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans à l'échelle planétaire. Donc c'est un vrai ça, c'est sûr, panachage. c'est une conviction qui est assez forte chez moi. C'est un petit peu comme il n'y a pas d'énergie parfaite et la réponse, c'est le bon mix énergétique et la bonne énergie pour la bonne application. Et ben dans l'alimentaire, c'est pareil, il faut qu'on ait un mix protéique qui réponde aux aspirations de tous les moments de consommation de tous les consommateurs. Ouais, je pense que la comparaison avec l'énergie est très, 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 très juste aussi. C'est pas le tout nucléaire, c'est pas le tout éolien, c'est pas le tout... c'est tout à fait intéressant. Et ce qu'on mange, c'est notre propre énergie, donc ça marche bien. Exactement. Et pour le coup, on le voit qu'à l'échelle du climat et de la planète, c'est une part très très importante justement de l'impact. C'est aussi important pratiquement que la consommation pour se déplacer et l'habitat. Donc c'est vraiment énorme. Bon, très bien. En mot de la fin, est-ce que tu peux juste nous indiquer où est-ce qu'on peut te retrouver ou te suivre? Est-ce que tu es sur LinkedIn? Est-ce que tu t'exprimes sur divers réseaux sociaux? Alors, principalement sur LinkedIn et D'accord. sinon un site internet. Ok. Sur lequel, je crois, il y a une partie blog, si j'ai bien vu, sur le site de VitalMeet. Oui. Oui, donc il y a un petit peu d'informations dessus, si on veut en savoir plus sur la viande cellulaire. Oui, et on va rendre cette partie de plus en plus active à mesure qu'on progresse pour communiquer avec les futurs consommateurs et puis avec nos futurs partenaires. Très bien. Bon Étienne, je te remercie 1000 fois pour ton temps et pour avoir fait le déplacement de Nantes jusqu'à Bordeaux pour venir nous voir et puis pour avoir partagé à la fois beaucoup de connaissances sur la viande cellulaire. J'ai appris des choses sur comment on fabrique de la viande cellulaire aujourd'hui ou comment on la développe en tout cas, et puis aussi sur ton partage d'expérience en tant qu'entrepreneur, c'était très intéressant. Et donc j'en profite pour remercier également tous les auditeurs qui nous ont écoutés jusqu'à maintenant. Et quelques détails avant de vous quitter. Pour retrouver toutes les infos sur le podcast et sur ces épisodes, ça se passe sur le média Culture Nutrition ainsi que sur toutes les plateformes de streaming audio. Et donc si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre une petite étoile notamment sur Apple Podcast. C'est important pour qu'on puisse développer l'audience du podcast Culture Nutrition qui est en train de prendre son envol. Merci beaucoup et à très bientôt.